C'est bon. C'est bon pour la vente. Bonsoir toutes et à tous. Un peu de silence, s'il vous plaît, Madame Boudier, à votre place. Madame Boudier, votre. Alors, je vais commencer par la tête, c'est Ivanova Paysanne, Edgar Audrey qui a donné pouvoir à Edgar Silva, Davigo Jean-Christophe, Calibéranique, Curé Philippe, Garcia Josepha, Grève Marcel, Julien Silva, Nicolas Nouma, Marie-Hélène Pélin qui a donné pouvoir à Norman Nicolas, mais elle va nous rejoindre, elle a un peu de retard, Paras Séraphin, Munoz Dominique qui a donné pouvoir à Galambo Munoz, Archimon Nicolas, Galambo Munoz Sandrine, Bouffini Hervé qui a donné pouvoir à Delphine Agné, Boudet Emmanuel. Carré Giovannissa, Laurent Dali, Aknen Delphine, Boudjema Bruno qui a donné pouvoir à Carré Giovannissa, Leroy Patricia, deux Jean-François qui viennent m'en donner pouvoir, Boanet Charline, Stéphane Simon, Estrada Kaluba Lisiane, Falcon de Lucas Chantal qui a donné pouvoir à Pascaline Dardier, Présente. Boudard Nicolas, Aspa Didier, Présent. Doula Taïssa qui a donné pouvoir à Madame Estrada Kaluba, Bendrian Nerimen et Focas Gilles. Présent. Alors, il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. C'est Roger. Non, c'est ça. Non. Ah oui, elle va le faire. Vous voulez la remercier pour tout son travail. La récréation est finie. Alors, vous avez l'ordre du jour. Ensuite, il y a l'approbation par le président du procès verbal de la séance du 7 septembre 2024. Y a-t-il des observations? Aucune observation, donc je le revois. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 3. Alors, avant de commencer, excusez-moi, j'aimerais vous présenter M. Frédéric Lalleux, qui montre un nouveau DGS. Alors, je vais lui laisser le soin de se présenter. Je ne vais pas parler pour vous. Alors, je vous laisse le soin. Merci, M. Merbeau. Bonsoir à toutes et tous. Donc, oui, comme M. le maire l'a indiqué, donc, j'ai rejoint la commune de Metz le 14 octobre dernier. Je venais de la commune de Saint-Jean-de-Las, où j'étais directeur général des services depuis le 1er janvier 2021. Et auparavant, j'ai occupé plusieurs postes de direction générale. Ça fait 30 ans que je suis directeur général dans des communes ou des agglomérations en Charente et en Charente-Maritime. Monsieur Lalleux, on l'a déjà souhaité. Bienvenue parmi nous. Vous avez parlé Madame Estrada. Oui, bonsoir à tout le monde. Pour nous, c'est pareil. Pour la liste des élus ensemble en 2026, nous vous souhaitons la bienvenue à Metz et espérons que vous épanouirez et trouverez un peu plus de sérénité que dans la précédente commune. Ça s'est très très bien passé dans la présente commune. Et dans toutes les communes où je suis passé, vous avez fait cette déclaration. Ce n'est pas par rapport à vous. Hein. Voilà. Monsieur le maire. Soyez pas un oiseau de mauvais augure. Monsieur le maire. C'est quand à la fin qu'ils sortent. Pour nous, c'est pareil, on a déjà eu l'occasion de se croiser au sein d'une commission d'appel d'offres. Bien sûr, bienvenue dans cette superbe commune. Vous allez vous régaler, il y a un gros potentiel.
quelques choses des petits trucs à régler, mais je pense que vous allez vous régaler, effectivement. De toute façon, s'il n'y avait rien à faire, ça ne serait pas exaltant. Alors, la question numéro 3, c'est vous avez le récapitulatif des décisions que vous terminez à prendre. Je ne vais pas toutes les passer, vous avez tout. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Aucune question. Question numéro 4, finance. Le budget annexe d'hébergement municipal, je vais laisser la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Donc, mesdames, messieurs, la délibération numéro 4 concerne une décision modificative sur le budget annexe de l'hébergement municipal. En effet, cette décision est consécutive aux travaux de climatisation des chambres du centre d'hébergement, dont le budget définitif a légèrement dépassé le prévisionnel. Il convient donc pour cela d'augmenter en dépenses au sein de la section de fonctionnement. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, le compte de 65,88 de 2 €. Le virement vers la section d'investissement de 5 100 €. D'augmenter par ailleurs en recettes au sein de la section de fonctionnement, au chapitre 70, produits des services du domaine des ventes divers, le compte 706, prestations de services, de 5 102 €. Par ailleurs, d'augmenter les dépenses de la section d'investissement de 5 100 €, et enfin d'augmenter en recettes au sein de la section d'investissement le virement de la section de fonctionnement de 5 100 €. Et il est donc demandé de bien vouloir approuver cette décision modificative numéro 2 du budget annexe de l'hébergement municipal 2024. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je n'en vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 5, c'est finance attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Club de Metz. Et je laisse la parole à M. Nicolas Archevaux, transport. Merci, monsieur le maire. L'association Club de Metz a sollicité la commune pour lui apporter un soutien financier exceptionnel afin de faciliter l'organisation des différentes compétitions, notamment de son équipage féminin, les filles du Roi Baba, qui cette année ont évolué dans le cadre de manifestations régionales et nationales. Il est proposé de participer à la hauteur de 500 €. Il est demandé au conseil municipal de même vouloir accorder une aide exceptionnelle de 500 € à l'association Club de Metz, de dire que les crédits seront prélevés à l'article 65 748, subvention de fonctionnement autre personne au droit privé, du budget principal 2024 de la commune. Y a-t-il des questions? Aucune question. Donc on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour ce équipage fini. Question numéro 6. Modification des tableaux des effectifs. Et je laisse la parole à M. Séraphin Parra. Oui, merci M. le maire. Alors c'est la délibération traditionnelle de chaque conseil municipal, ou régulière, concernant les mouvements au sein du personnel municipal. Là, en l'occurrence, il s'agit du service jeunesse et d'un agent au sein de la crèche Louvezou. Donc, au sein du service jeunesse, c'est des mouvements au sein du personnel. Et donc, on a une création de 3 emplois. Un emploi d'adjoint d'animation principale de deuxième classe à temps non complet 28 heures. Un emploi d'adjoint d'animation principale de deuxième classe à temps non complet 20 heures. Et 3 emplois d'agents d'animation principale de deuxième classe à temps non complet 8 heures. Donc, en ce qui concerne la crèche, c'est une création d'un emploi d'auxiliaire de puéricultrice de classe normale qui résulte du fait qu'une agente de la crèche a réussi le concours d'auxiliaire de puéricultrice et donc elle va occuper le poste, un poste qu'elle occupait, mais là en tant que stagiaire, puis titulaire, si tout se passe bien. Voilà. Donc il est demandé donc,
conseil d'approuver la modification du tableau des effectifs tel qu'il est joint en annexe à la délibération, de donner pouvoir à Monsieur le maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges dans les emplois seront inscrits au budget chapitre 12. Y a-t-il des questions? Aucune question, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 7, c'est le recours au contrat d'apprentissage. Je laisse la parole à nouveau à M. Serafé Farah. Il est demandé, donc on a au niveau de la municipalité un certain nombre de demandes régulières de contrats d'apprentissage, de contrats en alternance. Donc c'est vrai que souvent les jeunes qui, souvent mésoises, nous demandent des contrats en alternance, le font de manière tardive, et il est difficile de répondre de manière positive à chaque fois. Il faut que d'une part ce soit gagnant-gagnant, gagnant pour le jeune parce que ça lui permet à la fois d'avoir une expérience professionnelle, mais aussi pour le service, d'avoir quelqu'un et de pouvoir aussi assurer en bonne, de manière performante le tutorat de ce jeune. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, auquel on a répondu favorablement, c'est un contrat d'apprentissage donc pour une jeune pour passer à un diplôme là-haut, donc à la crèche Maison. Donc pour préparer le diplôme d'état d'auxiliaire de puéricultrice. Donc la durée de la formation est de 16 mois. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal de recourir au contrat d'apprentissage, de conclure dès la rentrée scolaire 2024 un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant, donc qui est inséré dans la délibération, et de donner pouvoir au monsieur le maire ou son représentant de signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Y a-t-il des questions sur le sujet? Monsieur Focas. Oui, donc évidemment, je me réjouis qu'on ait recours à l'apprentissage. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on va généraliser, multiplier ce genre de contrat? Parce que je pense que c'est très intéressant, mais comme dit M. Parra, c'est gagnant-gagnant, hein, un contrat d'apprentissage. Il faut faire attention parce que c'est vrai que l'État va certainement mettre un petit coup de rabot sur toutes les aides des contrats d'apprentissage parce qu'on cherche des sous et puis c'est assez facile à court terme d'agir sur ce levier-là. Mais je pense que le rôle aussi d'une municipalité, c'est de rentrer dans ce genre de dispositif. Et pas que pour un contrat. Peut-être quelques-uns, on a des agents qui sont quand même assez compétents dans certains services, qui aiment leur métier et qui, je pense, sont prêts à transmettre leur savoir et leur amour du service public, le service au public et pour le public. Voilà. On est d'accord, si vous voulez, on est tous d'accord sur le principe. Malheureusement, il y a un problème de temps à consacrer aux stagiaires ou à l'apprenti, ça c'est important. Le deuxième point que vous avez évoqué, c'est la problématique des soutiens financiers que font l'État, que nous fait le centre de gestion, notamment pour un certain nombre de formations. Sinon, la charge est lourde. Financièrement, la charge est lourde. Donc, il faut qu'on le prévoit. On a une collègue qui s'occupe de la formation continue. On essaie de le prévoir dans le cadre des contrats qui sont proposés. Là, on a effectivement, de manière... on n'a pas des dizaines de demandes, mais il faut que les demandes arrivent de manière suffisamment... il faudrait qu'actuellement, on ait des demandes pour 2025, pour la rentrée 2025. Si on veut être efficace et avoir toutes les garanties nécessaires en termes d'aide après, il faut anticiper. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on a un contrat auquel on peut donner satisfaction. C'est pour ça qu'on se fait.
Ma question, c'était sur la philosophie. Sur cette philosophie, est-ce que vous êtes engagé? Parce que si c'est pour faire qu'un seul contrat d'apprentissage, je trouve que on reste un peu au milieu du gué, quoi, hein, parce que voilà, on se dit que pour celle-là, oui, c'est intéressant, mais pas pour d'autres, donc c'est un peu délicat, quoi. Sur le soutien financier, oui, c'est vrai que mais c'est à double tranchant. Si on prévoit pour la rentrée 2025, la loi de finances 2025, je ne pense pas qu'elle va soutenir, M. Lalleux peut-être à des pistes, mais je ne pense pas qu'en 2025, les contrats d'apprentissage seront autant soutenus qu'en 2024. De toute façon, quand on peut répondre positivement, on le fait. Sachez qu'on a beaucoup aussi de stages. Je crois que ce mois-ci, j'ai vu passer une quinzaine de stages. Donc c'est pareil, on dispatche sur les services, on essaye de prendre un maximum de jeunes en stage. Voilà, après, il faut que l'encadrement puisse suivre aussi. Je veux dire, un modèle final. Oui, par rapport au contrat d'apprentissage, il faut aussi que le service il puisse accompagner aussi le stagiaire pendant la durée. Donc des fois ça dure 1 an, 2 ans. Donc il doit être tuteur voilà. Et donc il faut aussi que le service il en ait besoin du contrat d'apprentissage et qu'il puisse aussi être disponible pour pouvoir accueillir le jeune en apprentissage. Donc on a déjà ouvert, je pense, déjà à une personne. Après, en fonction des demandes, je crois qu'on n'en a pas eu d'autres. Donc voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Mais je pense que ça ne fermera pas, au contraire, ça ouvrira à d'autres demandes. Non. Surtout que quand après on peut pérenniser, sortie de l'apprentissage, justement informatique, on a pérennisé son emploi à la vie de maître. Donc je veux dire, les stages, c'est pareil, quand je reçois des lettres de jeunes gens qui veulent faire un stage à la mairie, dans le cadre de scolarité, on essaye de répondre à tous. Voilà, c'est pour ça que c'est un dispositif intéressant, parce que quand on regarde le pourcentage des personnes qui trouvent un emploi à la sortie d'un contrat d'apprentissage, c'est pourquoi le plus gros pourcentage à la sortie de formation. Donc, quand il y a des choses qui marchent, je pense que c'est... Mais après, voilà, il y a le côté aussi financier, parce que bon, financièrement aussi, il y a un coût, il y a des formations. On s'est retrouvé l'année dernière avec une personne où finalement, il fallait, on prenait tout, il y avait rien de financier. Voilà, donc, des fois, il y a un 0,12 aussi à respecter, et on peut, je ne sais pas, de trop de passion plus. Voilà. D'autres questions? Aucune. Bon, je vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 8, c'est l'attribution de véhicules de fonction. Et je laisse la parole à M. Séraphin Parra. Oui, la présente délibération concerne l'attribution d'un véhicule de fonction au directeur général des services. Donc la loi de 2013, dite de transparence de la vie publique, a fixé des conditions, et notamment une délibération annuelle sur la mise à disposition de ses membres. Ça, en tout cas, pour le Conseil, ce n'est pas prévu, et ce ne le sera pas en tout cas au niveau de la municipalité, et pour les agents de la collectivité qui rentrent dans un cadre qui sont fixés de manière très limitative. Donc ce sont des agents qui occupent un emploi fonctionnel, des agents qui occupent donc un emploi qui nécessite une disponibilité au-delà de celle qu'on peut réclamer aux agents. Et donc dans ce cadre-là, il est mis à disposition donc un véhicule de fonction qui constitue un avantage en nature sur la base, en ce qui concerne nos délibérations. Donc l'avantage en nature est fixé à 30% du montant total engagé, des dépenses engagées pour l'année. Et en ce qui concerne cette délibération, donc à la date anniversaire en 2025, on devra reprendre une nouvelle délibération chaque année concernant ce véhicule de fonction. Donc il est demandé au conseil municipal de vouloir octroyer un véhicule de fonction à l'agent occupant la fonction suivante l'emploi du directeur général des services
d'autoriser les maires à prendre tout arrêté pour attribution de la de fonction chaque. Là, en l'occurrence, sur cet acte-là, en fait, à l'agent occupant les fonctions mentionnées à l'article 1. Donc, le mode d'évaluation de l'avantage en nature, donc forfaitaire, donc les 30% du coût global des frais. Oui, juste sur cette délibération, je demande ce qu'on enlève la partie où vous avez vu concerne rien, parce que ça ne sert à rien, donc sur les véhicules de fonction sur les élus, il n'y en a pas. Eux, c'est seulement sur le directeur général des services ou à l'échelle de la JAM et pas des véhicules de service. Donc il faudra aller sur cette délibération de l'école. Y a-t-il des questions? Aucune question, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 9, urbanisme, c'est la notification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme, décision de ne pas réaliser d'évaluation environnementale et définition des modalités de mise à disposition, et je laisse la parole à M. Jean-Christophe Davido. Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc nous arrivons à une étape importante de la modification numéro 2, simplifiée numéro 2. Alors, elle concerne cette modification, concerne d'une part la caserne d'Ypres et d'autre part le village d'Alassane. Les deux objets de cette modification simplifiée numéro 2, c'est ces deux créneaux-là. Aujourd'hui, vous avez reçu l'avis de la MRAE, donc la mission environnementale, qui est favorable au fait que nous ne changeons rien au niveau environnemental de la commune en modifiant ces deux secteurs. Donc on nous dispense d'une évaluation environnementale. Ça avait été le cas pour la modification simplifiée numéro 1, si vous vous souvenez, on avait eu la même délibération. En ce qui concerne donc la délibération, il n'y a pas que la dispense d'évaluation environnementale, il y a aussi le processus d'information de la population. Donc en fait de délibération, vous avez la manière dont la population va être mise au courant des dossiers, c'est-à-dire une enquête, un dossier mis à disposition du public du 15 novembre au 15 décembre, si je me souviens bien, ou 15 ou 16. Et ensuite des avis qui vont être publiés dans la presse, sur Internet, dans les journaux, et la possibilité pour n'importe qui d'aller sur le site Internet de la ville et de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers, avec la création d'un registre non mobile, un registre en mur, de façon à ce que les remarques des gens soient notées. Tout ça ouvert aux heures d'ouverture normale de l'administration. Et enfin, une adresse mail dédiée aux remarques qui pourraient être faites par mail. Voilà, donc là, sur cette période-là, ça nous permettra au 16 décembre de clôturer cette période et début janvier ou au prochain conseil de janvier de pouvoir passer l'approbation de la simplification numéro 2. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la procédure? On va voter. Bon, donc je vous vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Voilà, alors toujours en urbanisme, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est très important. On a eu au syndicat mixte le vote qui a concerné l'arrêté du SCOT du bassin de Thau, donc le schéma de cohérence territoriale. Vous savez qu'on est en révision du PLU aussi, on devra respecter les dispositions du SCOT, du bassin de Thau. On vous en parle parce que M. le maire et moi-même, on n'a pas voté ce document. On n'a pas voté pour, on n'a pas voté contre, on s'est abstenu. Donc, je voulais simplement vous informer, on va le recevoir sous peu dans sa version définitive. Donc, on est arrivé en séance en demandant 3 amendements au texte qui étaient prévus. Le premier concernant la zone de Langaronne, qui n'était tout simplement pas retenue dans le SCOT, alors qu'elle existe. Donc, on a demandé un amendement pour modifier la totalité des pièces du document d'objectif pour faire reconnaître que cette zone existe en tant qu'agglomération économique. Cet amendement a été voté. Il y a un deuxième amendement qui concernait la protection de la nappe de l'Astien.
Donc on a analysé que le texte initial tel qu'il était rédigé empêchait toute urbanisation de la ville, puisque la totalité de la zone urbaine de Metz couvre l'Astien, couvre les affluents de l'Astien, et qu'il était rédigé une phrase qui disait que pour protéger la nappe astienne, on n'urbanisait pas au-dessus de la nappe astienne. Donc, ce qui n'est pas possible du tout dans le cas de Metz. Et en revanche, on a proposé un texte qui couvre toutes les mesures de protection nécessaires pour protéger la nappe, c'est-à-dire la protection des eaux pluviales, la gestion des ruissellements, etc. Donc cet amendement a été voté aussi. Et le troisième amendement concernant l'agriculture sur la ville de Metz, qui concernait l'impact de la loi littorale sur l'agriculture mésoise, cet amendement-là n'a pas été retenu. On a été que quelques-uns à voter pour. On a été deux à voter pour et trois abstentions. Le maire, moi, on est dans trois. On a été trois pour voter pour. Il y a Jean-Christophe, moi et le maire de Lucan. Et trois qui se sont abstenus, le maire de Mireval, le maire de Montbazin et une élue de Hérovita. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rédaction du SCOT, avec la notion d'espace proche du village et de culture d'urbanisation, revient à dire qu'entre Metz et Marcillan, tous les grands domaines, et n'importe qui d'autre qui voudrait s'installer en agriculture, ne pourra jamais le faire. Donc ça, il faut être très clair. Donc on a longtemps, on nous a baladé en disant qu'il y a des dérogations, il y a des possibilités, etc. En fait, la rédaction telle qu'elle est faite dans le SCOT, c'est net. Donc nous, on a convoqué une commission agriculture demain soir pour bien informer tous les agriculteurs mésois et tous les propriétaires agricoles mésois qu'il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions. Si le SCOT est voté tel quel, et si la DTM ne change pas son appréciation des conséquences de la loi littorale, eh bien, il n'y aura pas de développement agricole sur Metz, dans ces secteurs-là. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, on s'est abstenu sur le document global. Il y a une vingtaine de remarques aussi qui justifient qu'on n'ait pas voté pour. On les présentera quand le document sera arrivé officiellement. En gros, la place de la ville de Metz est reconnue comme un pôle d'équilibre au nord comme Marcillan, par exemple. Il y a deux pôles d'équilibre au nord des 14 communes du SCOT. Mais il n'y a aucun équipement communautaire prévu sur Metz. Alors que Marcillan, oui. Donc il y a différentes raisons comme ça qui font qu'on ne peut pas voter pour un texte qui va mettre des bâtons dans les roues du développement de la ville de Metz. C'est pas par philosophie, c'est pas par souci d'être dans une position, c'est simplement que ce texte-là, du SCOT, il fige pour 2 PLU, pour 20 ans, en gros, ce qu'on pourra faire à l'intérieur sur la ville de Metz. Donc là, on est sur les documents globaux du SCOT, qui est un dossier de 800 pages. Sur les objectifs, on est plutôt d'accord, c'est-à-dire arrêter une urbanisation massive, recentrer un peu les choses, favoriser du logement accessible, etc. Dans les objectifs affichés, totalement pour. Dans les conséquences et dans les moyens mis en œuvre, on est quasiment totalement contre. C'est-à-dire qu'en gros, on a une philosophie qui est affichée, mais dans les conséquences pratiques à la fin, on nous dit qu'on va faire 16 000 logements pour 15 000 habitants. Donc on nous explique par A plus B qu'on ne comprend pas tout, qu'il y a du desserrement des ménages, qu'il faut produire, etc. Nous, on ne peut pas valider ça. Ce qu'on fixe comme objectif, c'est d'accueillir des familles. C'est pas de faire des résidences secondaires et des villes. Donc on aura un gros débat là-dessus. On aura l'occasion, le texte a été arrêté à Saint-Nicolas, il va passer dans tous les conseils municipaux. Il va passer aussi à la région, au département, etc. Donc on aura l'occasion d'en débattre. Mais on voulait déjà vous informer que la position que l'on a prise, c'est une abstention sur le texte en l'état, en attendant que le conseil municipal, lui, vote pour ou contre ce projet de SCOT. Oui, sachez également que quand nous sommes arrivés en mairie, quand nous avons pris le SCOT en marche, puisqu'il avait déjà démarré,
il y avait inscrit quand même 1000 logements sur Metz. Nous sommes descendus à 400. On est sur la zone urbaine, on est à 400, et sur la zone extension, 400 sur 25 ans. Alors qu'en fait, il y avait 1000 uniquement en extension extérieure. Alors on a aussi fait rajouter la sortie d'autoroute aussi sur le spot qui n'était pas marqué. Voilà. Donc ils sont n'étaient pas au courant. Dès que les documents sortiront. On devrait le recevoir la semaine prochaine, corrigé avec les amendements. Et sachez que les 40, on va dire les 35 hectares qui ont été enlevés à peu près du Chesquier, j'ai été récupéré par l'autre, hein, ne soyez pas, hein, parce que bon, donc, il y en a pas mal qui ont vraiment urbanisé, notamment Marseillan, voilà. Après, vous verrez dans le rendu, vous verrez exactement ce qu'il y a. Et donc, dès que les documents arrivent, on convoquera la commission d'urbanisme, de façon à regarder dans le détail les dispositions. Y a-t-il des questions sinon, de toute façon, on fera une réunion, on va faire des réunions publiques. De toute façon, on fera une réunion aussi sur l'organisation parce qu'il se raconte des choses sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est le moyen de nous faire, de communiquer, mais des fois, il y a des choses qui s'écrivent ou qui s'écrivent peu n'importe quoi. Donc, on fera une communication un peu plus, on va dire, une réunion déjà pour bien s'expliquer et écouter un peu ce qu'il y a de l'organisation sur les je passe à la question d'après. Alors la question d'après va être retirée, la question numéro 10, c'est le classement de parcelles issues du domaine privé communal dans le domaine public. L'impression que s'est rendu compte qu'il y a des doublons, il y a des choses qui étaient déjà dans le domaine public. Donc on peut faire le retirer et que ce soit, c'est pas bien de passer des divulgations qui ne sont pas complètes ou alors, je vous demande de vous retirer. Je passe à la question numéro 11, transition énergétique, c'est la télégestion des armes. Alors, la délibération porte sur la présentation et l'approbation d'une convention définissant les modalités administratives, techniques et financières d'intervention de Héro Énergie pour la mise en place de télégestion dans les armoires de parc éclairage public de la commune de Metz. La télégestion permet de programmer l'allumage, l'extension ou l'abaissement de la luminosité sur un groupe de luminaires. Elle permet aussi d'être alerté en cas de dysfonctionnement de l'équipement. Héro Énergie s'engage à régler la totalité des dépenses de travaux de montant de 39 600 €. Voilà. Donc, je vous demande donc d'approuver le projet de convention de maîtrise d'ouvrage délégué à Héro Énergie pour la télégestion des armoires entre la ville de Metz et Héro Énergie 6 juillet. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la présente convention ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Une question, ce que je peux vous dire, cette télégestion va nous permettre quand même d'économiser, je ne sais pas, 1500 €, parce que chaque fois qu'on change les horaires, que ce soit par exemple pour la fête de 8 heures, ou les horaires d'été, d'hiver, ou d'autres changements d'horaires, ça nous coûtait, comme je disais, 1500 € d'intervention sur les 48 postes qu'il y a sur la commune. Donc, cette télégestion se fera par téléphone ou par ordinateur, et ce sera un agent de la collectivité qui le fera. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette délibération. Donc, je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Ah, madame Sylvain ne comprend pas aujourd'hui. Et Audrey Père, oui. Moi, je vote plus fois. Donc, c'est toi qui votes. C'est toi qui as la pouvoir. C'est toi qui as. Question numéro 12. Je suis. Transition énergétique, modernisation de l'éclairage public rue de Calendal, boulevard du Port, rue des Tonneliers et chemin de l'État. Donc, Héro Énergie compétente
compétence transférée en avril 2022 pour la modernisation de l'éclairage public sur la commune de Metz. La délibération porte sur la présentation et l'approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de ce type de travaux dans les rues Calendal, boulevard du Port, rue des Tonneliers, chemin de l'État. EO Énergie s'engage à régler la totalité des dépenses de cette opération pour un montant de 19 895,51 €. Donc, j'ai demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de maîtrise d'ouvrage délégué à Aéroénergie pour les travaux de modernisation de l'éclairage public par le Calendal, boulevard du Port, rue des Tonneliers et chemin de l'État, et d'autoriser M. le maire à signer la présente convention ainsi qu'à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune question, donc je mets au vote. Madame Silva, Madame Hubert, par vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 13. Travaux sur le réseau de distribution électrique rue Voltaire. Dans le cadre du projet de rénovation de la voirie de la rue Voltaire, EO Énergie, en qualité de qualité conséquente, doit réaliser des travaux sur le réseau de distribution publique d'électricité. La commune souhaite convier la maîtrise d'ouvrage temporaire à EO Énergie afin de traiter l'ensemble des réseaux aériens, télécommunications, éclairage public et électricité. Une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée définissant les modalités d'intervention de chacun doit être formalisée. L'estimation des dépenses de l'opération comprise au modèle actuel des travaux s'élève à 140 875,48 €. La dépense prévisionnelle pour la commune est de 70 782,86 €. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de maîtrise d'ouvrage délégué à Aéroénergie pour les travaux des réseaux de télécommunications, éclairage public et électricité et son plan de financement pour la rue Voltaire pour un montant global de 140 875,48 € TTC. D'approuver les termes de la convention ci-jointe et son annexe financière à intervenir avec EO Énergie. D'autoriser M. le maire à signer la présente convention ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution. Y a-t-il des questions? Aucune. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Madame Hubert et Madame question numéro 14. Travaux d'effacement des réseaux de communication électronique passe à récit de brillant. La délibération porte sur la présentation et l'approbation d'une convention définissant les modalités administratives, techniques et financières d'intervention du concessionnaire Orange pour la réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux aériens de télécommunications de la passe à récit de brillant. La commune passe à charge de la totalité du financement des opérations nécessaires à la mise à souterrain des réseaux de télécommunications existants, hors matériel de génie civil. Le montant global s'élève à 502 €. Hors taxe. Il est proposé au conseil d'approuver les travaux d'effacement des réseaux de communication électronique pour la passe à récit brillant pour un montant global de 502 €. D'approuver les termes de la convention ci-jointe à intervenir à l'orage, d'autoriser M. le maire à signer cette convention et mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. Y a-t-il des questions? Aucune. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Convention d'enlèvement des questions du hôtel, convention d'enlèvement des encombrants. Je laisse la parole à M. Nicolas Nouma. Merci, Monsieur le maire. Il convient de reconduire la convention qui nous lie depuis 2017 à cette agropole Méditerranée dans le cadre de sa compétence élimination et valorisation des déchets de ménage et déchets assimilés pour l'enlèvement des encombrants sur la commune de Metz. Les services municipaux se chargent de la collecte et l'aglo rembourse à la collectivité les charges de fonctionnement sur la base tarifaire de 190 € par tonne collectée. La convention proposée définit les conditions administratives et financières de cette mutualisation de services et celle-ci reste inchangée. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention ainsi annexée pour la mutualisation de services pour le ramassage des encombrants entre la commune de Metz et cette agropole Méditerranée pour l'année 2024. D'autoriser M. le maire ou à défaut l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Madame Sarr.
Juste une question par rapport au taux d'enlèvement. On avait voté un règlement qui fixait pour l'enlèvement des encombrants dans la rue. Et donc je voulais savoir s'il y avait eu une tendance à l'augmentation de cet enlèvement ou si les gens étaient allés plus souvent en déchetterie. Au moment, on est moins que l'année dernière, au niveau des encombrants. Contre là où on a pas mal, c'est les déchets sauvages. Après, ce qui compte plus à la déchetterie, ça lui. Après, sincèrement, la collectivité, bon là, par rapport à la convention, on va dire que la Lune donne moins que ce qu'elle donnait les autres années. Il y a quand même un plafond qui est encore une fois en baisse. Alors je pense qu'à un moment donné aussi, on va être peut-être obligé, ce règlement aussi, de dire que les encombrants, que les personnes âgées, les personnes, on va dire, handicapées, les femmes seules, je veux dire, il y a des cas vraiment précis sur lesquels ces personnes-là, on peut venir en aide. Mais il y a des personnes qui ont des véhicules qui abusent, qui abusent du service. Et ça, par contre, je pense que là-dessus, il va falloir, parce que là, c'est la collectivité qui paye le surplus. D'où ma question. Voilà. C'est le budget général qui va Déjà, financer ce service. on peut encore baisser, mais voilà, il faut que les gens prennent conscience, c'est que ce service, c'est la ville qui le paye à la loi en plus. Et sachez qu'en plus, avec les fermetures des déchetteries, là aussi, avec les grands aussi, ça va être un sacré problème. Et la présence de moins en moins, on va dire, la brigade territoriale qui est moins présente sur le territoire, là aussi, ça va être un problème récurrent. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 16, marché public. Alors, une consultation sur la forme de procédure d'appel d'offres ouverte a été engagée pour les services d'assurance de la ville du CCAS de Metz, y compris SIAD et EHPAD, pour une durée de 5 ans. À l'issue de la procédure effectuée par les services de marché régulièrement menée, la commission d'appel d'offres a attribué le lot comme suit. Alors, le numéro 1, dommage aux biens immobiliers à la SMAC Assurance. Le 2, tout risque d'exposition à la SAR Moselle ISCOP. La 3, responsabilité civile et risque annexe, c'est alias dommage. La 4, faute de véhicule et risque annexe, alias dommage. 5, c'est la protection juridique des personnes morales au courtage et couvrement. 6, c'est la protection fonctionnelle des personnes physiques, SMAC Assurance et SMAC mutuelle. Il est donc demande de conseil municipal, d'autoriser M. le maire à signer les marchés à intervenir avec les sociétés SMAC Assurance SAR Moselle et XCOS et à race dommage au rapportage et préparation, ainsi que tous les documents afférents. Charger M. le maire de l'exécution de ces marchés dans le cadre de leur disposition, charger M. le maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente libération et dire que les crédits seront inscrits au budget principal de fonctionnement de la ville de Metz du CCAS, ainsi qu'à l'EPRD, le SIAD et le EHPAD. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Alors, ce que je peux vous dire, M. Gall qui est présent, ainsi que M. Cocas, c'est que nous avons de la chance d'avoir des assurances, parce qu'il y a beaucoup de collectivités en France qui n'ont plus d'assurance, qu'il n'y a plus personne pour les assurer. Alors pourquoi? Parce que, disons qu'on n'a pas abusé des assurances, on n'a pas fait de déclaration pour n'importe quoi. Et du coup, la ville, on va dire, est récompensée de sa franchise. Voilà. On est bien, voilà, donc on a cette chance-là. J'ai vu dernièrement que je crois qu'il y a plus de 1500 communes en France qui ne sont pas assurées. D'ailleurs, dernièrement, dans la télévision, on a eu un reportage sur ces
cas-là de non-assurance et des collectivités. Voilà. Donc, voilà. Si quelqu'un a des questions, sinon je le vote. Bienvenue à M. Doubat. Madame Bouvier n'a pas part au vote, puisque son travail a beaucoup avant. Voilà. Donc, oui. Donc, je le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 17, la culture, c'est le plan de financement du plan de l'État 2025. Je laisse la parole à M. Piquet. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Lors de la séance du 17 juin 2024, le conseil municipal avait approuvé une demande financière auprès de l'agence de l'eau pour organiser le temps de l'étang 2024-2025, pour un montant équivalent à 50% du montant du projet, soit 7 800 €. La commune ayant été informée que l'aide de l'agence de l'eau pouvait être supérieure, il convient de revoir le plan de financement comme suit. 10% SMBT, 20% commune de Metz et 70% agence de l'eau pour un budget prévisionnel de la manifestation s'élevant à 15 570 €. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir dire que cette délibération annule et remplace la délibération du conseil municipal du 17 juin 2024 relative à ce dossier, d'approuver le nouveau plan de financement pour la manifestation le temps de l'étang. L'aide financière sera demandée par décision du maire dans le cadre de la compétence que le conseil municipal lui a déléguée. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à procéder à cette demande et sans autre délibération aux diverses opérations prévues à cet effet. Et de recevoir tout pouvoir à cet effet. Y a-t-il des questions? Aucune. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 18. Culture au plan de financement de l'eau à la bouche des 6 mois. Conseil culturel. Je laisse la parole à monsieur Philippe Curé. Alors, cette question 18 porte sur effectivement un plan de financement qui est une opération entre une scientifique et un dessinateur. Et notamment autour des ostréiculteurs de la ville de Metz. Alors, dans le cadre du temps de l'étang 2025 et de l'appel à projet de Tours et de son littoral, du DAL-FEANPA, programme communautaire visant le maintien et le développement des activités de pêche et de culture marine sur un territoire maritime, la ville a retenu le projet intitulé De l'eau à la bouche, des 6 mois d'ostréiculture, qui réunira un artiste et une scientifique en résidence autour de la thématique L'eau qui nourrit. Le budget prévisionnel est de 17 958 €. Il convient aujourd'hui d'approuver le plan de financement qui se présente comme suit. 40% financé par le DLAL-PEAMPA, 40% de financeurs nationaux, région Occitanie, département de l'Hérault, intercommunalité, et 20% pour la ville de Metz. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le plan de financement pour le projet de l'eau à la bouche des 6 mois et l'ostréiculture, avec une participation du DLAL-FEAMPA à hauteur de 40%, une participation de la commune à hauteur de 20%, 40% de financeurs nationaux, région Occitanie, département des Hérault, intercommunalité. Les subventions seront demandées par décision du maire dans le cadre de la compétence que le conseil municipal lui a déléguée et d'autoriser donc monsieur le maire ou son représentant à signer tout document concernant ce dossier. Y a-t-il des questions? Aucune question. Je vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 19. C'est la culture du jour, c'est la restauration de l'orgue de l'église Saint-Hilaire. Je laisse la parole à M. Philippe. Alors, cette question 19, bien sûr, c'est sur la restauration de l'orgue de l'église Saint-Hilaire, qui est un orgue qui est répertorié au monument historique. Alors, cet orgue a été construit en 1864 et classé à l'inventaire des monuments historiques. L'orgue de l'église Saint-Hilaire nécessite des travaux de restauration, notamment au niveau de l'enchappage, qui n'est plus efficace sur le plan sonore
des postages en plomb qui sont oxydés. Une validation de la DRAC étant préalable à toute intervention sur cet instrument, l'élaboration d'un diagnostic complet avec une étude préalable approfondie menée par un technicien conseil spécialisé est nécessaire. Le coût de l'étude est estimé à 12 580 €. Cette étude étant éligible à des subventions, il convient aujourd'hui d'approuver son plan de financement qui est joint en annexe. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de restauration de l'œuvre de l'église de Saint-Hilaire. D'ailleurs, c'est plutôt le projet d'étude. C'est l'étude. Ouais, c'est pas le projet de restauration. C'est le diagnostic. C'est le projet de diagnostic de l'église Saint-Hilaire. Approuver le plan de financement joint en annexe qui prévoit l'obtention de l'aide financière des partenaires institutionnels tels que la DRAC, Occitanie, ministère de la Culture, Région Occitanie, département de l'Hérault pour mener à bien l'étude préalable à cette restauration. Les demandes de subvention seront effectuées par décision de Monsieur le maire, conformément à la délégation que le conseil municipal va attribuer. Monsieur le maire ou son représentant de charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune, donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 20, petite adresse, convention d'objectifs et de financement pour la multi-accueil de Bastide. Je laisse la parole à Madame Annie Calibert. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Messieurs, dames. Donc, la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault a accepté de soutenir le programme d'investissement de la commune pour le multi-accueil Claude Bastide. Cette aide sous forme de subvention est de 70 798 € et représente 80% du montant hors taxe des investissements, remplacement de matériel, informatisation et climatisation. La convention d'objectifs et de financement des fonds de modernisation des établissements, jointe en annexe, fixe les engagements des deux parties. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement jointe en annexe entre la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault et la commune pour le multi-accueil Claude Bastide. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les deux documents et charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à la présente délibération. Une petite info complémentaire, il s'agit de mettre en place climatisation, acheter des tablettes, réfrigérateurs, aspirateurs, la plage, plein de choses, et des bâches pour le soleil, donc plein d'équipements. Merci. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 21, c'est le rapport du mandataire de l'exercice 2023. Alors, ce rapport a été transmis à tous les élus et est très général. Il donne au conseil municipal une information complète sur la CEMABAT de nature à assurer la transparence de son fonctionnement et permettre son contrôle. Pour rappel, la commune de Metz détient 40% du capital social de cette société économique mixte parmi d'autres actionnaires. Il convient de prendre acte de la communication de ce rapport et de la tenue du débat minéral de questions qui seront posées. Voilà. Je vous demande de prendre acte de la communication du rapport du mandataire de la CEMABAT pour l'année 2023, de prendre acte de la tenue du débat relatif à ce rapport. Y a-t-il des questions sur le sujet? Monsieur Focas. Donc là, je vais intervenir sur les deux questions. Hein, je ne vais pas, parce que sinon, je risque un peu de me répéter. Donc la première chose, c'est qu'on peut se réjouir, de toute façon, c'était une demande et puis une orientation que la CEMABAT a fait. Alors, dans les faits, sa révocation reprenne le dessus, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que l'activité aménagement pour laquelle la société d'économistes à l'époque avait été créée reprend le dessus au niveau activité. Ensuite, toujours en bonne santé financière, donc ça on peut se réjouir puisqu'on est actionnaire et ça lui permet d'avoir des projets intéressants. Par contre, j'ai été un peu surpris
et je suis assez dubitatif sur l'activité hébergement, parce que donc on a octroyé la gestion du Thalassa à la CEMABAT. Lorsqu'on a étudié les candidatures, le projet de la CEMABAT était bien plus ambitieux, était bien plus, semblait bien plus préparé que celui de C ou de son concurrent. Et moi, je pars du principe que quand on fait un appel à candidature et qu'on nous propose des candidatures, je pense que j'avais la naïveté de penser que les projets étaient bien ficelés, bien préparés et calés au niveau du financement. Et en lisant la page 10 du rapport pour l'activité hébergement, je vous lis, donc c'est l'activité hébergement, c'est le Thalassa, la mise en œuvre du nouveau projet dans toutes ses dimensions, physique et organisationnelle, est un enjeu de taille. Les études de programmation d'entreprise afin de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre viendront infirmer ou confirmer les options définies dans le projet. Alors déjà là, je suis un peu inquiet. Ensuite, la recherche des financements nécessaires à sa mise en œuvre, l'élaboration de l'architecture organisationnelle et humaine de la nouvelle entité sont autant de défis que nous devrons relever en 2024. Donc voilà, on est le 4 novembre 2024, c'est pour ça que je vais arriver à poser la question pour savoir où on en est de ces recherches. Et la dernière phrase est sympathique. Les inconnues de ces équations sont nombreuses mais exaltantes. La société aura besoin de tout l'appui de ses actionnaires pour le mener à bien. Alors voilà la question que je me pose, puisque les actionnaires c'est nous, est-ce qu'on va nous demander de se porter caution, etc. etc. C'est pas une critique que ce que je fais là, attention, hein. C'est que je suis dubitatif, je m'intéresse et je suis le dossier comme c'est un dossier que je suis depuis très très longtemps. Je continue à le suivre. Et voilà. Donc là on est à fin 2024. La question surtout c'est est-ce que cette partie qui est un peu floue, le brouillard est en train de s'évacuer. Voilà. Je vais faire un élément de réponse parce que c'est lié à l'urbanisme. La délibération de ce soir permet le lancement de la maîtrise d'œuvre définitive, puisque les règles urbaines sont préalables au projet. Donc ça a été très long de mettre au point la mise au point de la modif numéro 2 du PLU qu'on vient de voter, enfin qu'on met à l'étude et qu'on votera en janvier. Tant que ces règles juridiques n'ont pas été adaptées au projet, on est obligé d'écrire ça. Sur ce volet-là, il n'y a pas de problème. C'est le volet financier. Ouais. C'est le volet financier, on nous explique qu'en fait, on va rechercher des financements et on espère qu'on va y arriver. Donc, moi, quand on est venu nous présenter le dossier, tout était bien ficelé. Sur le volet financier tel qu'il est aujourd'hui, il y a une mise en œuvre des fonds propres de la société qui ont monté de 2,4 millions à 2,5 millions sur le bilan. Et ensuite, il y a le recours aux frais bancaires qui vont dépendre des taux d'intérêt. Elle est connue, elle est sur les taux d'intérêt. Nicolas. Il y a la société qui nous a présenté le projet reste sur le fait qu'ils engagent des fonds propres, c'est pas rien, hein, 2,5 millions à peu près. Ensuite, la maîtrise d'œuvre qui a déjà été lancée en fait, parce que ça travaille en fait en parallèle avec le PLU, donnera des objectifs chiffrés très précis. Et les financements vont être recherchés une fois qu'il y a des objectifs financiers très précis qui sont issus de la maîtrise d'œuvre. Donc le planning, il est dans ce sens-là. D'abord le PLU, ça c'est fait ce soir. Ensuite le lancement de la maîtrise d'œuvre. Et enfin le chiffrage très précis du dossier. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Alors c'est très long. Je partage le fait que c'est très long par rapport au dossier qu'on nous a présenté et au planning qu'on avait. D'ailleurs, il y aura des avenants à passer, à mon avis, sur la DSP, puisqu'il y avait un délai qui était. Donc en janvier, quand on aura voté effectivement le PLU, je pense qu'on sera obligé de se poser la question sur les avenants à passer. Ensuite, sur le montant prévisionnel, il est de 9,4 millions aujourd'hui, 9,3 millions, 9,4 millions. C'est la maîtrise d'œuvre qui déterminera, on en a pourtant, à la fois avec les coupes du bâti. Vous avez vu que dans le projet, c'est un projet en énergie positive en plus, ça dépose. Donc, tant qu'on n'a pas un maître d'œuvre qui s'engage sur les coupes,
je pense que la Seine-Nova ne peut pas nous produire quelque chose de fiable, quoi. Je reconnais que c'est très long, je trouve le temps long aussi. Voilà. Mais le volet numéro 1, c'est l'URBA. C'est pour ça que je me permets de répondre, hein, c'est ce qu'on est de fixer. Le volet numéro 2, c'est le chiffrage avec les engagements juridiques, et le volet numéro 3, c'est le financement recherché en fonction de ce chiffrage. La demande de soutien des collectivités, c'était plutôt, à mon avis, dans le sens de l'urbanisme. C'est-à-dire que si on ne met pas en coordination ce qui est possible de faire avec le projet, c'est pas la peine d'y aller. Voilà. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Parce que, ouais, bon, ça, on suppose. Mais, parce que vous comprenez qu'on est quand même dans une situation un peu juridiquement limite, puisqu'on a le président de la société en question qui est le maire de la ville. Donc, il ne faudra pas souper quoi sur. Si jamais il faut se porter caution, ça peut s'envisager, je ne sais pas. Mais voilà. Sur ce volet-là, on a fait un arrêté de déport des questions, donc le maire de Metz, en fait, il interviendra en tant que président de la Seine-Nova de la signature, et l'arrêté de déport prévoyait que c'était le 1er juin qu'il faut changer du dossier. Je rappelle qu'il y a une commission de Thalassa qui sera convoquée dès qu'on aura, une commission extra-municipale, Thalassa, qui sera convoquée dès qu'on aura justement la présentation de la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est le premier trimestre 2025. Voilà, bon, merci, je pense que ça vaut la peine d'échanger là-dessus. Sachez qu'à moi, ça me rapporte rien du tout. Autant, avant, il y avait une indemnité pour le président de la Sémabat. Là, quand ils ont compte de Sémabat à la mairie, je suis obligé de le déporter. Et quand on est à Sémabat, en représentant la ville de Metz, je suis obligé de le déporter. Donc, finalement, je me déporte toujours pas. Vous ne portez pas trop, quand même. Je vous demande de prendre un acte, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 22, c'est ma de communication des comptes année 2023. Je laisse la parole à monsieur Jean-Christophe Davigo. Oui, monsieur le maire, ben, si vous avez lu le rapport précédent, en fait, il y a tous les comptes qui sont très détaillés, avec les explications sur le secteur hébergement et sur le secteur aménagement. En gros, la société en 2023, ben, c'est toujours 16 emplois. C'est un actif net qui est passé de 7 100 à 7 270 000. Des capitaux propres en augmentation de 4 500 à 4 700. Et un résultat 2023 à 195 208 € pour 163 000 2022. Voilà, en gros, je ne vais pas vous détailler tous les bilans actifs et passifs, mais en gros, c'est une société qui se porte plutôt bien. Et heureusement, parce que justement, l'utilisation des fonds propres qui a augmenté, ils vont en avoir besoin pour notre secteur hébergement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la communication des comptes ? Donc, je vais faire procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté, unanimité, merci. Je crois qu'on arrive à la fin. Il y a des questions diverses. Monsieur Focas, vous aviez une question. Oui, donc c'est une question par rapport à la problématique du protoxyde d'azote des jeunes et toutes les conséquences que ça peut avoir dans les communes. Donc on est victime, hein, comme toutes les communes, de cela. Beaucoup de communes ont pris des dispositions, donc ont pris des arrêtés pour le protoxyde d'azote. L'État aussi a légiféré sur ce sujet. Et de toute façon, vous les voyez tous, hein, je pense que vous les avez vus déjà, ces bouteilles bleues, ces grosses bonbonnes bleues là, parce qu'en plus, non seulement de se détruire le cerveau, le civisme, c'est pas une qualité qui est bien répartie à ce niveau-là. Je voulais rappeler donc que les risques et les dangers du protoxyde d'azote, c'est des risques de santé, risque d'asphyxie, de nausée, de maux de tête, de vertige et d'évanouissement. Bon, ça peut paraître pas trop grave. Brûlure causée par le jet froid sous pression.
Mais la consommation répétée à forte dose a des conséquences, parfois irréversibles, sur le cerveau et la moelle épinière. Donc, à côté de cela, il y a, je disais qu'il y avait des communes qui avaient pris des arrêtés. J'en ai sorti quelques-unes. J'ai essayé de voir si ces arrêtés étaient susceptibles d'être attaqués. Je n'ai pas trouvé de cas d'arrêtés qui pouvaient être attaqués pour voir l'atteinte aux libertés publiques, qui est toujours la même rengaine. J'ai trouvé celui de Gravelines qui je ne vous le lirai pas, mais qui répertorie à peu près tous les problèmes que ça peut poser et qui essaie de pallier à tout cela. On parle des problèmes sanitaires, mais il y a des problèmes aussi environnementaux avec ces bonbonnes. Ça a un coût de ramassage, parce qu'il faut savoir que dans une bonbonne comme ça, il y a 10 fois plus de pression que dans une bonbonne de gaz, par exemple. Donc c'est très dangereux à manipuler, c'est très dangereux à recycler. Il y a des communes qui ont évalué à peu près à combien ça pouvait leur coûter. Ça leur coûte à peu près 18 € par bonbonne pour traiter ces déchets. Donc je voulais proposer à monsieur le maire d'étudier, j'ai une fois d'ordre à donner, d'étudier la promulgation d'un arrêté en ce sens. Oui, monsieur Bocas. Oui, ça ne me gêne pas de prendre un arrêté. Après, le truc, c'est qu'il faut aller trouver plus loin que l'arrêté, parce que il y a des villes qui prennent des arrêtés, mais après, derrière, l'utilisation, il ne faut pas se cacher, c'est le soir, c'est le soir. Mais bon, il faut aussi que la gendarmerie, après, tombe sur ces jeunes-là. En plus, ces bonbonnes, je ne pense pas. Alors, ce que je peux vous dire, nous, c'est qu'on a fait fermer quand même une épicerie, de nuit. Justement, en plus, l'épicerie de nuit se permettait sur Internet de faire la pub, de vendre des bonbonnes de gaz avec des ballons et tout. Il y avait tout le complet d'autres produits. Bon, il a fallu un laps de temps pour arriver à faire fermer. Le problème, c'est qu'après, il faut les jeunes, les moins jeunes, ça procure sur Internet, se font livrer. C'est le problème, il est là. Et puis, il y a des gens qui ça fait commerce. Après, vous avez entièrement raison. Je vous l'ai dit, au mois de septembre, on a fait un ramassage avec, justement, il y avait David, Laurent et moi, rien que sur la route du stade, on a ramassé 4 mètres. Après, c'est vrai que c'est dangereux, j'en parlais toujours avec François Pommel, il me disait que dans l'incinérateur, à 7, il faut voir le bazar que ça fout, quand ça pète dans l'incinérateur. Voilà. Alors moi, ça ne me gêne pas de prendre un arrêté. Après, derrière, il faut avoir les moyens déjà d'interdire cette vente sur Internet. Parce que on le voit là, nous, la police municipale fait son travail. D'ailleurs, prochainement, on détaillera un peu le travail qui est fait par la police municipale, notamment avec le travail fait par la protection de la ville. Mais voilà, on se retrouve un peu démunis. Et puis la banalité, est banalisé. Maintenant, je vois, encore cette semaine, j'étais dans le bar, on se retrouve plus tard, maintenant, au stade, des fois, tu es obligé de partir parce que le gars qui est plus tard à côté, c'est toi qui es obligé de partir. Je veux dire, voilà, on se demande qui c'est à nous à faire la police, ou justement, ou la gendarmerie, ou d'autres, ou l'État, parce que les gendarmes, ils ont marre de faire des interventions aussi, qui finalement, derrière, il y a aucun effet, parce que je suis conscient qu'il y a le gaz, il y a la coque qui fait un dégât, comme tu me dis que presque une grosse partie de la jeunesse touche à la coque, il y a des gros problèmes là-dessus. Je ne peux pas des arrêtés pour interdire la coque, interdire le. C'est déjà interdit. Si derrière il n'y a pas d'effet, je suis un peu. On est d'accord là-dessus, mais il y a aussi un aspect de communication, d'éducation et de prévention. C'est-à-dire que je sais que de toute façon,
on va avoir du mal à les sensibiliser, mais c'est quand même, on doit le faire. On doit communiquer, on doit montrer que tout le monde soit informé, que c'est un fléau et que c'est dangereux. Que les parents se rendent compte que quand ils trouvent ça avec leurs enfants, il faut qu'ils réagissent. Et c'est par des actes comme ça, même si peut-être des fois vous les trouvez symboliques, qu'on avance. Non, mais c'est par contre, ce qu'il faudrait peut-être voir, c'est peut-être travailler davantage avec les écoles et voir justement la sensibilisation, donc lui montrer les conséquences de prendre du gaz ou d'autres substances interdites. Oui, Charline. Alors, si je peux prendre la parole 2 secondes, en fait, en ayant été gestionnaire pendant 13 ans au collège, je peux vous dire que ça fait des années que la prévention est faite et que pendant des années, on trouvait justement ces produits derrière le collège qui venaient par nuit, en fait, le matin, je faisais ramasser aux agents directement. Les élèves étaient conscients du danger. Maintenant, avec les parents, peut-être aussi que ça vient aussi des parents, mais comment ils les achètent aussi, il faut quand même de l'argent pour acheter ces produits. Donc on revient toujours au même problème, c'est aussi l'éducation des parents avant tout. Oui, bonsoir à tout le monde. Juste, Gilles, pour te dire que lorsque j'ai été élu en charge de la sécurité, j'avais fait passer une délibération dans ce sens. Et de mémoire, c'était l'interdiction de vente pour les adolescents, pour les jeunes. Ouais. Donc, il faut vérifier, mais cette délibération existe déjà. Cette arrêté existe. Et ça s'en dit pas. S'il vous plaît. Il faut l'exhumer. Moi, je voudrais évoquer, reprendre sur 2 points. Il y a une loi de 2021 qui interdit effectivement la vente de ces produits aux mineurs, qui détermine un certain nombre d'éléments. Le deuxième point, c'est le pouvoir du maire en matière de police. Et en l'occurrence, il est limité. L'État se décharge beaucoup, effectivement, sur le maire en tant qu'autorité de police, sauf qu'il ne lui donne pas les moyens. Vous parliez d'arrêtés municipaux. En regardant votre question, je suis allé sur Internet, effectivement, j'ai trouvé X arrêtés municipaux. Alors, il n'est pas loin, le maire de Montpellier en a pris un. On peut prendre un arrêté municipal d'interdiction de vente du protoxyde d'azote sur la voie publique. Mais la pénalisation, c'est quoi? C'est 38 € d'amende. C'est pas plus. Tous les arrêtés municipaux qui sont pris et qui parlent de confiscation, de saisie, sont illégaux. Oui, mais un policier municipal ne peut pas saisir, ne peut pas confisquer. C'est la loi. Donc, effectivement, on peut faire de l'incantation sur un certain nombre de choses, faire de la publicité politique, mais pour moi, il faut être efficace. C'est-à-dire que le maire l'a évoqué. L'année dernière, on a eu un problème sur un établissement qui était une épicerie de nuit. On a profité avec les services de l'État, la douane, la gendarmerie, et on a pu obtenir du préfet une fermeture administrative. Là, c'est efficace. Après, il faut, si on sort un arrêté municipal et que demain on a des jeunes, on n'a pas les moyens parce que la police municipale ne travaille pas la nuit. La gendarmerie, on peut effectivement demander au service de l'État, en l'occurrence la gendarmerie, de faire des patrouilles. Ce n'est pas l'étendue de leur territoire, de ce qu'ils ont à faire. Ils ne pourront pas appliquer efficacement ces mesures. Donc, je crois qu'on peut prendre une délibération, on peut effectivement, et le maire peut intervenir auprès du préfet pour demander, signaler la situation. Je crois que ça, c'est il faut que l'État joue son rôle en la matière. Oui, non, mais on est d'accord. Bon, le mot incantation me gêne. Je ne pense pas que ce soit un bon mot qui a été employé là pour me parler d'incantation, parce que je ne suis pas dans l'incantation. Moi, sur le terrain, j'y suis avec les jeunes toute la semaine, tous les mois, et tous les soirs, et tous les week-ends. Je le vis, donc c'est pas dans l'incantation. Simplement, si je pense que quand même, si des villes comme Montpellier, que les grandes villes de France prennent des arrêtés, elles ont leur raison. Alors c'est sûr qu'en annonçant qu'on ne peut rien faire, que ça coûte 38 € de PV, etc., on encourage plutôt à faire ça. Je pense qu'il faut faire attention. Je comprends ce que vous dites, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème là aussi. Mais notre rôle, c'est de dire
qu'on n'en veut pas, qu'il faut que les parents se responsabilisent, même s'ils ne se responsabilisent pas, il faut le dire, il faut insister là-dessus. En parlant d'arrêté, j'en ai pris un arrêté. Alors j'en ai pris un sur l'épicerie de nuit parce que je n'avais pas de possibilité de la faire fermer. Par contre, j'ai pris un arrêté pour interdire un secteur. Et ce secteur, les commerces étaient obligés de fermer à 20h. Et à partir de là j'ai pu empêcher les fractions de nuit, justement, parce que je savais que sur cette épicerie, la nuit, elle n'avait pas des salades ou des tomates ou des carottes. Elle vendait des bonbons de glace ou autre chose. Voilà. Donc il a fallu un peu, on va dire, contourner. C'est compliqué. Et encore, heureusement qu'à côté, il n'y avait pas, je ne sais pas moi, un restaurant ou un bar, parce que si je n'aurais pas pu faire fermer à 20h. Et là, tout le secteur, j'ai dit, ce secteur, à 20h, les commerces sont fermés. Vous voyez, tu vois jusqu'à où il faut aller. Voilà. Et après, bon, moi ça ne me gêne pas, s'il faut prendre en plus Didier dit qu'il y en a un, d'ailleurs il y en a un, mais je veux dire, il n'a pas servi pour autant, il m'a dit que c'est ça. Voilà. Donc on va regarder s'il y est, on le remettra un jour s'il faut, mais je pense qu'après c'est l'État un peu qu'il prenne les choses en main, parce que Montpellier l'a fait, j'ai regardé Montpellier, en plus il va en faire un il y a 7 ans, je veux dire, voilà, donc c'est un fléau qui est général, hein. Mais voilà, derrière, il ne suffit pas de faire un arrêté, derrière, il faut qu'il y ait suivi. Nous, on le voit sur plein d'autres choses, sur la canalisation, sur des trucs, et puis après, quand il y est devant, c'est plutôt toi qui a merdé, comme on dit vulgairement, que la personne que tu vas contrôler. Donc voilà. Mais bon, on va le regarder, ce que Didier dit qu'il a fait dans la FPE. On va dépoussiérer, on va voir si parce que bon, on n'en a pas trop communiqué non plus. Hein. De toute façon, ça ne peut pas être une délit parce que le conseil est totalement incompétent là-dedans. C'est un arrêté du maire, un pouvoir de police du maire. C'est pour ça que je demande. On va le regarder. Je voulais vous faire une information administrative parce que j'ai été interpellé plusieurs fois dans le MES sur le sujet de la Girandière. Souvent les gens m'interpellent en me disant est-ce que vous savez que la Girandière va se fermer, est-ce que vous avez des problèmes financiers. Alors je reçois un courrier aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais en parler ce soir, du directeur de Résid d'études seniors, celui qui gère la Girandière, M. Gonzague de Mangols, directeur général adjoint, qui me dit voilà, monsieur le maire, en tant que directeur général adjoint de Résid études seniors, je souhaite vous informer des récentes évolutions concernant les résidences de Girandière et Palazzo. Depuis le 11 juin dernier, notre société est sous procédure de redressement judiciaire et le tribunal de commerce de Paris examinera aujourd'hui, 4 novembre, plusieurs offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession. Une reprise des résidences par un opérateur est option privilégiée par les administrateurs judiciaires et nous-mêmes. Elle permettrait de maintenir l'activité des résidences, garantir la continuité des services pour les résidents ainsi que la préservation des emplois de l'équipe en place. Si de manière exceptionnelle, certaines résidences ne trouvaient pas preneur dans le cadre de la dite de procédure, une fermeture pourrait être envisagée. Dans cette hypothèse, nous nous engageons à accompagner chaque résident concerné dans son relogement en collaboration avec les acteurs sociaux et professionnels du secteur. Quelle que soit l'issue, la priorité reste le bien-être des résidents. Les démarches sont d'ores et déjà en cours pour anticiper le cas échéant la mise en œuvre de solutions adaptées visant à faciliter leur logement. Un plan de sauvetage de l'emploi, PSE, visant des salariés qui ne seraient pas repris par les nouveaux opérateurs et également un cours de réflexion, incluant des solutions de reclassement ou d'un accompagnement pour faciliter le repositionnement des collaborateurs concernés sur le marché du travail. Votre soutien ainsi que celui des services sociaux, notamment de CCAS, Mme Galibert, sera précieux pour permettre à cette transition de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Voilà, notre équipe et moi-même, nous tenons à votre entière disposition pour faire en sorte que cette situation soit la moins impactante possible pour les résidents, pour les équipes et pour les votre commune.
Nous tiendrons bien entendu informer des décisions à venir du tribunal de commerce de Paris, mais généralement des évolutions du dossier. Il a la tête avait M. le maire, respectueuse de salutation. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si on le ferme, on va se retrouver avec peut-être 80 résidents à la rue et qu'il va falloir corriger. Voilà la généralité. Voilà le résultat. Donc, c'est pas fini, ça se généralise et ça. En plus, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que le bâtiment, il faut que j'aille vérifier, mais les parkings dessous sont dans l'eau, sont fermés. Ouais, donc c'est les gens qui se gardent dans la rue maintenant. Voilà. C'est dommage, c'est des produits qu'on avait dénoncés. Voilà le résultat de ce travail. Alors je sais qu'aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet, il y a aussi sur Facebook, il y a 500 personnes qui sont au tribunal là-bas à attendre les décisions. Je peux vous dire que ça bouge parce qu'il y a beaucoup de des Allemands où les employés ne sont pas payés. Les gens vont quitter, il y a des résidences où il y a déjà plus de la moitié des personnes qui sont déjà parties. Voilà le travail de ce genre de logement. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y aura de la communication parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, des gens qui sont inquiets, qui ont leurs parents dans cette résidence. Voilà un peu le résultat. Voilà, c'est des nouvelles d'aujourd'hui. Voilà, sur ce, j'aurais préféré parler. Oui, juste avant de quitter, Madame Galibert, vous allez faire une annonce au sujet de l'Espagne. Oui, c'est vrai que nous sommes beaucoup solidaires avec ce qui se passe en Espagne, nos voisins espagnols en ce moment. C'est pour vous dire qu'au niveau national, donc le Secours populaire français lance un appel aux dons financiers. Donc afin vraiment que les partenaires sur place puissent s'approvisionner et aider les populations sinistrées. Donc on reste vraiment sur une aide financière pour l'instant. Donc les dons, on va faire une publication pour expliquer un peu aux gens comment faire ces dons et qu'ils arrivent au bon endroit. Donc soit sur soit la Fédération de l'Hérault à Montpellier, soit sur le Secours populaire mésois. Voilà. Il y a d'autres actions qui sont mises en place pour des collectes de vêtements, nourriture et tout, mais elles vont être difficiles à amener sur place. Donc pour l'instant, on va juste communiquer sur ce qui existe et pour que vous ayez l'information, pour que les personnes aient l'information. Voilà. Donc dans les jours qui viennent, il y aura une petite communication à ce niveau-là. Voilà. Voilà, écoutez, je suis juste prochain conseil municipal le 9 décembre. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée dans le foyer.